6h47, le 9 décembre 2024. Paris dort encore, mais à l'Élysée, le silence est déjà pesant. Sur le marbre glacé des couloirs, un seul son, les pas lents des agents de sécurité qui patrouillent. Au troisième étage, derrière la fenêtre de son bureau, un homme se tient immobile. Une tasse de café fume entre ses mains, une porcelaine de Sèvres cadeau du président lui-même le jour où tout avait commencé. Cet homme, c'est Sébastien Lecornu, Premier ministre de France depuis exactement 3 mois et 15 jours. Ses yeux se perdent sur les Champs-Élysées encore endormis. Et ce qu'il ignore, ce qu'il ne peut pas imaginer, c'est que dans 3h13 très précisément, un simple appel téléphonique va bouleverser son destin. Pire, il va faire trembler la République tout entière. Pourtant, tout avait commencé comme d'habitude. 5h30 réveil dans l'appartement de fonction. Les dépêches de l'AFP, de Reuters, du Figaro parcourues en diagonale. La voiture blindée, le trajet jusqu'au palais. Une routine bien huilée, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'est le vote de confiance devant le Parlement. Et Lecornu le sait, déjà il va perdre. Les chiffres sont là implacables. 78% des députés sont prêts à le censurer. Sa chute est programmée. Il se prépare mentalement pour la réunion du cabinet de 7 heures dans le salon doré quand soudain une vibration. Discrète mais insistante. Dans la poche intérieure de sa veste Hermès, son téléphone personnel s'allume. À l'écran, 3 mots seulement, numéro inconnu. Normalement, le protocole est strict, on ne répond jamais à ce genre d'appel. Jamais. Mais ce matin, quelque chose en lui hésite. Un instinct. Une étrange sensation presque viscérale. Comme s'il attendait cet appel depuis des semaines sans le savoir. Alors il décroche. Allô? C'est ici. Sa voix est fatiguée mais alerte. De l'autre côté, une voix d'homme. Quelqu'un autour de la cinquantaine avec un léger accent du sud-ouest. Une voix qui lui semble familière sans qu'il parvienne à mettre un nom dessus. Puis les mots tombent glaçants. Monsieur le Premier ministre, j'ai quelque chose de capital à vous dire. Des informations qui pourraient bouleverser la décision que vous allez prendre dans exactement 3h13. Le cœur de Lecornu s'emballe, brutalement, parce que cette voix, quelle qu'elle soit, en sait beaucoup trop. Son emploi du temps confidentiel. L'heure précise du vote. Des informations qui ne devraient jamais sortir des murs de l'Élysée. Alors il lance sèchement « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» Mais l'inconnu reste imperturbable. Qui je suis, monsieur le Premier ministre, n'a aucune importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est ce qui s'est dit hier soir à Dinan lors de la réunion extraordinaire du parti de Marine Le Pen. Elle sait quelque chose sur vous. Quelque chose que vous ignorez encore. Quelque chose que même vos plus proches conseillers ne soupçonnent pas. Un frisson glacial parcourt l'échine de Lecornu. Parce qu'il y a un détail qui cloche depuis plusieurs jours, un détail qu'il n'arrivait pas à expliquer le silence. Marine Le Pen, la figure de proue de l'extrême droite française, n'a pas ouvert la bouche depuis le début de la crise. Pas une déclaration, pas une attaque, pas un communiqué. Et ça, ce n'est pas elle. Elle qui d'habitude bondit à la moindre étincelle, elle qui dénonce, qui pourfend, qui frappe la première. Ce silence, il est anormal. Il est même suspect. Alors Lecornu, la voix maintenant plus ferme, plus maîtrisée, répond simplement « Continuez, je vous écoute ». Et la voix reprend méthodique chirurgicale. « Monsieur le Premier ministre, savez-vous réellement pourquoi le président vous a nommé à ce poste il y a 3 mois et 15 jours, jour pour jour? Ce n'était pas pour vos compétences d'ancien ministre de la Défense aussi réelles et reconnues soient-elles. Ce n'était même pas pour votre loyauté sans faille envers sa personne. Non. C'était parce qu'il savait avec une précision d'horloger que cette crise politique allait exploser exactement à cette période. Le coup est brutal. Lecornu encaisse en silence, parce que soudain une image lui revient. Le bureau présidentiel, le jour de sa nomination, le regard du président posé sur lui, ce regard étrange, impossible à décrypter sur le moment. Il y avait quelque chose dans ces yeux-là. Quelque chose qu'il n'avait pas su nommer. Mais maintenant, la vérité le frappe de plein fouet. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas de l'amitié, c'était de la culpabilité. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement? La main de Lecornu se crispe sur le rebord de son bureau en acajou, les jointures blanches. Et la réponse tombe tranchante comme un couperet. Je suis en train de vous dire, monsieur Lecornu, que votre nomination n'avait rien d'un honneur. C'était un sacrifice, planifié,
calculé, organisé dans les moindres détails. Le président vous a placé à ce poste en sachant parfaitement que vous seriez le bouc émissaire de cette crise. Vous êtes l'agneau sacrificiel de l'Élysée. Les mains de Lecornu commencent à trembler, légèrement mais visiblement. Son regard glisse vers l'horloge suisse accrochée au mur. Dans exactement 3 heures et 8 minutes, il devra se présenter devant le Parlement. Pour un vote qu'il est certain de perdre. Tous les décomptes le disent, tous les sondages le confirment, toutes les analyses politiques convergent. Sa chute est écrite d'avance. Alors, d'une voix plus dure, plus exigeante, il lance « Prouvez-le, prouvez-moi ce que vous avancez ». Et l'inconnu répond calmement « Vérifiez votre boîte email professionnelle dans exactement 5 minutes, monsieur le Premier ministre. Vous y trouverez l'enregistrement intégral d'une conversation. Une conversation entre le président et son conseiller spécial une semaine avant votre nomination, dans le bureau présidentiel. Le 2 septembre à 20 h. Écoutez-le attentivement, très attentivement. Chaque mot compte. Et la ligne se coupe. Brutalement. Lecornu reste figé, le téléphone à la main, fixant l'écran noir qui lui renvoie le reflet d'un visage marqué par l'angoisse. Son cœur bat si fort qu'il l'entend résonner jusque dans ses tempes. Qui est cet homme? Comment peut-il avoir accès à des informations aussi confidentielles? Et surtout, dit-il la vérité? 5 minutes s'écoulent. Interminable. Puis, exactement comme promis, un email tombe dans sa boîte de réception sécurisée. L'expéditeur, une adresse cryptée. Inconnue, intraçable. Les mains de Lecornu tremblent désormais sans qu'il puisse les contrôler. Il clique sur la pièce jointe audio. Il met ses écouteurs et la voix qu'il connaît si bien, la voix du président, envahit ses oreilles. « Alexis, nous avons un problème majeur qui va nous exploser à la figure dans les 3 prochains mois. La crise économique va s'amplifier, les manifestations vont reprendre, l'opposition va nous attaquer de tous les côtés. Il nous faut quelqu'un de loyal, mais surtout quelqu'un de remplaçable pour le poste de Premier ministre. Quelqu'un qu'on pourra sacrifier sans difficulté quand la tempête arrivera. Lecornu est parfait pour ça. Absolument parfait. » La voix du conseiller spécial, elle hésite. Elle cherche ses mots. « Monsieur le Président, n'est-ce pas un peu cruel? Lecornu vous a toujours été fidèle depuis le premier jour de votre mandat. Il vous a soutenu dans toutes vos décisions, même les plus controversées. Mais la réponse du président tombe glaciale. La politique, Alexis, ce n'est pas un jeu d'enfants. Ce n'est pas un concours de popularité. Ce n'est pas un club de gentlemen. Parfois, il faut sacrifier ses amis les plus proches pour sauver le système, pour préserver l'État. Lecornu comprendra. Un jour. Et s'il ne comprend pas, eh bien, ce sera son problème. Le conseiller insiste presque à voix basse, mais monsieur le président, cela revient à manipuler un homme qui vous fait confiance. Et la voix du président se durcit encore. Nous ne manipulons personne, Alexis. Nous faisons de la politique. Nous protégeons la République. Et parfois, cela exige des sacrifices. Lecornu aura été Premier ministre de France pendant quelques mois. C'est déjà plus que ce que la plupart des hommes politiques peuvent espérer toute une vie. D'un geste brusque, Lecornu arrache ses écouteurs. Ses mains tremblent, mais plus de peur, cette fois de rage. D'une rage pure, viscérale, dévastatrice. Le sentiment d'une trahison absolue. 3 mois. 3 mois de travail acharné, 18 heures par jour, 3 mois d'une loyauté aveugle absolue sans faille. 3 mois à défendre des politiques auxquels il doutait parfois lui-même. 3 mois à étouffer sa propre conscience pour servir fidèlement le président. Tout ça pourquoi? Pour un mensonge soigneusement construit, une manipulation sordide, une trahison calculée jusque dans les moindres détails. Il se lève d'un bond de son fauteuil ministériel. Il se met à arpenter son bureau, ses chaussures italiennes claquant durement sur le parquet de Versailles. La colère monte en lui comme une marée noire impossible à contenir. Comment a-t-il pu être aussi naïf, aussi aveugle? Comment a-t-il pu accorder une telle confiance au président? Son regard retombe sur l'horloge. Moins de 3 heures. Dans moins de 3 heures, il devra affronter le Parlement, les caméras, les journalistes, la France entière. Mais désormais, tout est différent. Tout. Il n'est plus ce Premier ministre loyal prêt à accepter sa défaite avec dignité, avec élégance. Non, il est un homme trahi, humilié, manipulé, un homme qui a des comptes très personnels à régler.
Et c'est à cet instant précis que son téléphone officiel sonne. À l'écran, un nom, un seul, celui du président de la République en personne. Sébastien, mon cher ami, êtes-vous prêt pour ce matin? Je sais que ce sera difficile, je sais que c'est une épreuve terrible, mais souvenez-vous, nous sommes dans le même bateau. Nous coulons ou nous survivons ensemble. Le cornu prend une profonde inspiration. Il s'oblige à maîtriser sa voix, chaque syllabe, chaque inflexion. Oui, Monsieur le Président, je suis plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Parfait, parfait. Et souvenez-vous, Sébastien, quoi qu'il arrive dans l'hémicycle, aujourd'hui, vous avez mon soutien total, inconditionnel. Je serai là dans la galerie présidentielle pour vous soutenir. Le cornu répond, la voix devenue glaciale. Bien sûr, Monsieur le Président, votre soutien total, inconditionnel, comme toujours. Il raccroche et dans le silence soudain retrouvé de son bureau, il s'assoit face à son ordinateur portable. Il ouvre un document vierge et il commence à écrire. Mais ce qu'il tape ce matin-là, ce n'est pas le discours qu'il avait soigneusement préparé la veille avec son équipe de conseillers. Non, ce n'est pas ce discours humble et résigné d'un premier ministre acceptant sa chute avec dignité. C'est autre chose, c'est tout autre chose. Quelque chose qui va faire trembler la République jusque dans ses fondations. 8h30 précise. Un coup discret frappé à la porte. Son chef de cabinet entre dans le bureau. Monsieur le Premier ministre, avez-vous besoin d'aide pour réviser votre discours? Les services de communication se tiennent à votre disposition pour les derniers ajustements. L'écornou lève lentement les yeux de son écran. Il le regarde longuement, puis d'une voix calme, presque anodine. Pierre, dites-moi une chose. Depuis combien de temps exactement travaillez-vous pour moi? Depuis votre nomination, monsieur, 3 mois et 15 jours. Et avant cela, quelle était votre fonction? Une hésitation. Une micro-hésitation, mais l'écornu la capte parfaitement. J'étais au cabinet personnel du président monsieur. Exactement. Le cornu se lève, il se dirige vers la grande fenêtre qui donne sur les jardins de l'Élysée. Sans se retourner, il laisse tomber. Dites-moi, Pierre, y a-t-il autre chose que je devrais savoir, d'autres petits détails intéressants que le président vous aurait personnellement demandé de garder pour vous? D'autres instructions confidentielles peut-être? Pierre pâlit visiblement. Ses mains commencent à trembler. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez dire. Oh, je pense au contraire que vous comprenez parfaitement. Le cornu se retourne lentement, et dans ses yeux brûle désormais une colère froide, calculée, terrifiante. Vous pouvez aller dire à votre véritable patron, le président, que son petit plan si bien orchestré vient de subir une modification majeure. Je ne serai pas le bouc émissaire docile qu'il attendait. Je ne serai pas l'agneau qu'on mène à l'abattoir en silence. Monsieur le Premier ministre, je vous assure que... Sortez immédiatement de mon bureau, Pierre, et allez transmettre ce message au président. Il va avoir une surprise désagréable ce matin. Une surprise qu'il n'oubliera jamais. Seul dans son bureau, la porte refermée, le cornu reprend son clavier. Et les mots coulent. Chaque phrase qu'il tape, il en mesure le prix. Il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il sait que ce discours va détruire sa carrière politique. Définitivement, irrémédiablement. Il sait qu'après ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et pourtant, il s'en fiche complètement. Après 3 mois de manipulation cynique, après 3 mois de mensonges calculés, il est enfin temps de faire une chose, une seule, dire la vérité, toute la vérité. 9h45, il reste exactement 15 minutes avant le vote de confiance décisif. Et c'est à cet instant, pile à cet instant, que son téléphone sonne à nouveau. La même voix, la voix mystérieuse. Monsieur le Premier ministre, j'espère sincèrement que vous avez pris le temps d'écouter attentivement l'enregistrement que je vous ai envoyé. Le cornu répond cette fois avec une détermination nouvelle, une fermeté qu'il ne se connaissait pas. Oui, je l'ai écouté. Et maintenant, moi, qui vous êtes, vraiment. Mais l'homme élude comme toujours. Je suis quelqu'un, monsieur le cornu, qui croit encore que le peuple français mérite de connaître la vérité sur ses dirigeants. Je suis quelqu'un qui en a assez de voir des hommes intègres, des hommes honnêtes, utilisés comme de vulgaires pions sur l'échiquier politique. Je suis quelqu'un qui pense sincèrement que la démocratie mérite mieux que ces petits jeux sordides.
Aziz, mais pourquoi moi? Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous y gagnez dans tout ça? Et la réponse tombe limpide. Parce que vous avez encore le choix, monsieur le cornu. Un choix que beaucoup d'hommes politiques, eux, n'ont plus. Vous pouvez jouer docilement le rôle pathétique qui vous a été assigné. Ou bien vous pouvez courageusement dire la vérité au peuple français. Alors dites-moi, que choisissez-vous? Un silence long, puis la voix reprend plus grave. Mais avant que vous ne répondiez, j'ai encore quelque chose pour vous. Quelque chose de crucial. Dans exactement 10 minutes, vous recevrez un nouvel email. Cette fois, il s'agit de l'enregistrement intégral d'une conversation secrète. Une conversation qui s'est tenue hier soir à 23 h entre le président et Madame Le Pen. Le cornu sent son estomac se nouer. Le genre d'accord, monsieur le Premier ministre, qui garantit que le Rassemblement national ne présentera pas de motion de censure contre vous aujourd'hui, en échange de concessions très précises, sur l'immigration, sur la sécurité intérieure. Vous comprenez, le président vous sacrifie publiquement, mais en parallèle, il s'assure secrètement que son gouvernement ne tombe pas. Vous êtes le sacrifice, mais le système lui survit. La ligne se coupe et le cornu reste là, figé, complètement stupéfait. Un accord secret entre le président et la leader de l'extrême droite. Un accord secret. Cette phrase tourne en boucle dans sa tête. C'est au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Au-delà même de ses pires cauchemars politiques. 10 minutes plus tard, exactement comme promis, l'email tombe dans sa boîte de réception. Cette fois, l'enregistrement était plus court, mais infiniment plus révélateur, infiniment plus choquant. Il met ses écouteurs. Il clique et la voix du président s'élève, fatiguée, mais déterminée. Marine, nous avons absolument besoin de votre coopération pour la journée de demain. L'avenir de la stabilité politique en dépend. Puis une voix de femme, froide, calculatrice, une voix qu'il reconnaît entre mille. Et en échange de cette coopération, qu'est-ce que j'obtiens concrètement? En échange, nous nous engageons à discuter sérieusement certaines de vos propositions. Sur l'immigration européenne, sur les contrôles aux frontières, des discussions officielles, pas des promesses en l'air, et le cornu dans tout ça. Qu'est-ce qui lui arrive? La réponse du président est glaciale méthodique, le cornu sera sacrifié publiquement. Exactement comme nous en avons convenu la semaine dernière, vous aurez votre victoire symbolique, très médiatisée, vous pourrez dire à vos électeurs que vous avez fait tomber le gouvernement, mais le système lui survivra. Tout le monde y gagne. Parfait. Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra lors du vote de confiance. Nous ne voterons ni pour ni contre. Cela vous donne la majorité nécessaire pour survivre. Merci Marine, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Les cornus referment brutalement son ordinateur portable. D'un geste sec, violent, la colère maintenant le submerge complètement. Le président ne l'a pas simplement trahi, non. Il a fait pire, beaucoup pire, il a passé un marché sordide avec l'extrême droite, un marché sur son dos, un marché à ses dépens. Et le pire, c'est que dans cette transaction, sa loyauté à lui, sa confiance à lui, tout ce qu'il avait donné sans compter pendant 3 mois, tout cela a servi de simple monnaie d'échange, une monnaie qu'on a dépensée, froidement, cyniquement, dans son dos. Son regard remonte vers l'horloge murale. 2 minutes, plus que 2 minutes avant qu'il ne franchisse les portes de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 2 minutes avant qu'il ne change définitivement le cours de l'histoire politique française. Il saisit son téléphone personnel et il envoie un message identique. À tous les grands médias du pays, Le Figaro, Le Monde, Libération, France Inter, BFM, TVLCI. Un message court, tranchant. Conférence de presse extraordinaire et exclusive immédiatement après le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Révélation majeure et inédite sur la crise politique actuelle. Document à l'appui. Puis il enfile sa veste, il ajuste sa cravate et il se dirige d'un pas décidé vers l'Assemblée nationale, son nouveau discours explosif serré dans la main, le cœur battant à tout rompre, mais l'esprit, lui, d'une clarté absolue. Dans l'hémicycle, l'atmosphère est électrique. Tendue à se rompre, les 577 députés sont présents, tous, sans exception. Un fait d'une rareté absolue dans l'histoire parlementaire française. Les journalistes ont envahi les tribunes de presse, leurs caméras braquées sur la tribune officielle. Et là-haut, dans la galerie présidentielle, le président observe la scène, calme, confiant,
convaincu que son plan machiavélique se déroule exactement comme prévu. Lecornu, lui, s'avance lentement vers la tribune, il monte les marches une à une. Il pose son discours devant lui, puis il lève les yeux, d'abord vers la galerie présidentielle, vers le président. Un regard qui dure à peine une seconde, mais qui dit tout, puis vers les députés rangés par rangée, puis vers les caméras. Ces caméras qui retransmettent en direct, dans toute la France, et au-delà. Mesdames, Messieurs les députés de la République, sa voix est claire, ferme, parfaitement maîtrisée. Je me présente aujourd'hui devant vous, non pas pour défendre un gouvernement déjà condamné, mais pour révéler enfin la vérité. La vérité sur la manipulation cynique et sordide dont nous avons tous été victimes. Un murmure de stupeur qui parcourt l'Assemblée comme une onde. Ce n'est absolument pas ce qui était prévu au protocole. Dans la galerie, le président se redresse brusquement. Et pour la première fois depuis bien longtemps sur ce visage habitué aux caméras, on peut lire quelque chose de nouveau. L'inquiétude, et même déjà la panique. Il y a exactement 3h13, reprend Lecornu. J'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Tout. J'ai découvert que ma nomination au poste de Premier ministre n'était pas un honneur mérité après des années de service loyal. C'était un sacrifice froidement planifié, calculé. J'ai découvert que le président de la République m'a cyniquement utilisé comme bouc émissaire, sachant parfaitement qu'une crise politique majeure allait éclater exactement à cette période. L'Assemblée explose, littéralement. Les députés bondissent de leur siège. Certains crient leur indignation. D'autres applaudissent avec frénésie. Les journalistes griffonnent, filment, enregistrent dans une intensité fébrile. Dans la galerie, le président est devenu blanc comme un linge. Ses conseillers s'agitent autour de lui, paniqués. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. La voix de Lecornu domine le chaos ambiant. J'ai également découvert qu'un accord secret, un accord honteux, a été passé hier soir entre le président de la République et Mme Le Pen, un accord garantissant que le Rassemblement national s'abstiendrait lors de ce vote en échange de concessions sur l'immigration. Cette fois, c'est une autre personne qui pâlit dans l'hémicycle. Madame Le Pen, assise à son banc de député, elle tourne lentement la tête vers la galerie présidentielle et son regard à cet instant est empli d'une fureur glaciale parce qu'elle vient de comprendre. Elle aussi, elle a été manipulée. Leur accord secret vient d'être jeté en pâture au grand public. Ces enregistrements audio poursuivent Lecornu en brandissant théâtralement une clé USB au-dessus de sa tête, seront transmis intégralement à la presse française et internationale dès la fin de cette séance. Le peuple français mérite enfin de connaître la vérité. La vérité sur la façon dont ses dirigeants manipulent la démocratie comme un vulgaire jeu de cartes. Sur son perchoir, le président de l'Assemblée nationale frappe à coups redoublés avec son marteau, tentant désespérément de rétablir l'ordre. En vain. L'hémicycle est en chaos total. Un chaos incontrôlable. Personne n'écoute plus personne. Et au milieu de cette tempête, Lecornu tourne lentement la tête vers la galerie présidentielle. Droit dans les yeux du président. « Monsieur le Président de la République !» Sa voix elle porte au-dessus du vacarme. Vous m'avez trahi de la façon la plus lâche qui soit. Vous avez trahi la confiance que j'avais placée en vous et surtout, vous avez trahi les valeurs républicaines que nous étions censés défendre ensemble. Puis il descend, il quitte la tribune sans attendre le vote, sans se retourner. Il sait à cet instant précis que sa carrière politique est définitivement terminée, enterrée. Il le sait parfaitement. Mais il sait aussi, et c'est tout ce qui compte, qu'il vient de faire exactement ce qu'il fallait faire. Il marche dans les couloirs marbrés de l'Assemblée, ses pas résonnant contre la pierre froide. Et au moment même où il franchit les grandes portes, son téléphone se met à vibrer. La même voix, cette voix mystérieuse qui a tout déclenché. Mes plus sincères félicitations, Monsieur Lecornu. Vous venez de faire le choix le plus courageux de toute votre vie politique. Lecornu s'arrête net dans le couloir et cette fois il pose la question qui le hante depuis des heures. Maintenant, dites-le-moi, qui êtes-vous vraiment? La réponse vient, calme, mesurée, presque solennelle.
Je suis quelqu'un qui travaille depuis des années, dans l'ombre, pour protéger les véritables valeurs de la démocratie française et aujourd'hui, grâce à votre courage exceptionnel, nous venons de gagner une bataille cruciale contre la manipulation politique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un bref silence, puis, maintenant vous rentrez chez vous. Vous rentrez en sachant une chose, une seule, mais essentielle. Vous avez préservé votre honneur, vous avez préservé votre intégrité. Et la France peut-être découvrira enfin qu'elle mérite infiniment mieux. Mieux que des dirigeants qui jouent avec la démocratie comme on joue avec de simples pions. Lecornu raccroche, il pousse les grandes portes de l'Assemblée nationale et aussitôt c'est un déferlement, un déluge de flash, une marée de journalistes, des micros qui se tendent, des questions qui fusent, de toutes parts brutales, pressantes, insistantes. Mais Lecornu ne répond à aucune, pas une seule. Il avance simplement. La tête haute, un léger sourire sur les lèvres, un sourire serein. Un sourire qui, à lui seul, en dit infiniment long sur l'état de son âme. Le soir tombe sur Paris. Dans son appartement personnel quelque part, dans le 7e arrondissement, Lecornu est assis face à son écran. Et il zappe. D'une chaîne à l'autre. Toutes, sans exception. Et partout, c'est son visage, ses mots, ses révélations. Ce qu'il a fait le matin même a déclenché un tsunami. Un tsunami politique d'une ampleur inédite. Le président est sous une pression énorme, sans précédent dans toute son histoire politique. Madame Le Pen, elle tente désespérément de prendre ses distances avec l'accord révélé, mais il est déjà trop tard. Et tous les partis d'opposition unanimement sans la moindre voix discordante réclament une chose. Une seule. Des élections présidentielles anticipées. Son téléphone personnel vibre sur la table basse. Un message, 3 mots qui valent plus que tous les titres de presse. Un message de sa fille. « Papa, je suis infiniment fier de toi. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu es redevenu l'homme intègre que j'ai toujours admiré. » Et à cet instant précis, pour la première fois depuis sa nomination comme Premier ministre, Lecornu sourit. Un vrai sourire, sincère, profond, un sourire qui vient des tripes. Il a perdu son poste, oui. Sa carrière politique est probablement enterrée, oui. Mais il vient de retrouver quelque chose d'infiniment plus précieux. Son intégrité, sa dignité et le respect de sa propre conscience. Cet appel téléphonique reçu 3 heures plus tôt a effectivement tout changé. Pas seulement pour lui, pas seulement pour un homme, pour la France entière. Et c'est peut-être au fond exactement ce dont un pays a parfois besoin. Un seul homme. Un homme prêt à sacrifier courageusement son avenir personnel pour qu'enfin la vérité triomphe. Dehors dans les rues de Paris, la nuit bruisse d'un son nouveau, les manifestants scandent son nom. L'homme qui a dit la vérité, le héros de la République. L'histoire se souviendra peut-être qu'il n'aura été Premier ministre de France que 3 mois et 15 jours. C'est court, très court. Mais l'histoire se souviendra surtout et pour toujours qu'en 3 heures décisives, un seul homme a changé le cours de la politique française et a redonné espoir à tout un peuple. Tout cela grâce à un appel téléphonique mystérieux, grâce à un inconnu qui croyait encore envers et contre tout que la vérité et l'intégrité pouvaient triompher de la manipulation et du cynisme politique. Et cette nuit-là, tandis que Paris bruissait encore des révélations historiques de la journée, Lecornu s'endormit paisiblement, pour la première fois depuis sa nomination. Il avait fait le bon choix, le seul choix possible pour un homme d'honneur. L'appel avait tout changé, c'est vrai. Mais au fond, c'était lui seul, qui avait choisi de changer l'histoire de France. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là, loin de là. 3 jours seulement après les révélations explosives de Lecornu et la France entière est en ébullition. Total. Les manifestations se succèdent. Dans toutes les grandes villes du pays, de Marseille à Lille, de Lyon à Bordeaux, partout c'est la même clameur, la même colère, la même soif de vérité. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #LecornuHéros est devenu viral. Des millions de partages, des millions de commentaires, un raz-de-marée numérique. Pendant ce temps, à l'Élysée, dans son bureau, le président fait les 100 pas, inlassablement. Ses conseillers tentent désespérément de limiter les dégâts. Mais les dégâts, eux, sont déjà immenses. Les sondages sont catastrophiques. Sa cote de popularité a chuté. 18 points en 3 jours.
Du jamais vu dans toute l'histoire de la Ve République. Comment ont-ils pu avoir accès à ces enregistrements? Le président hurle. Son conseiller spécial, cet homme qui semble avoir vieilli de 10 ans en 72 heures, répond d'une voix blanche épuisée. « Monsieur le Président, nous avons tout vérifié, tous les systèmes de sécurité, un par un. La fuite vient de quelqu'un avec un accès de très haut niveau, quelqu'un qui connaît parfaitement nos méthodes. Quelqu'un, Monsieur le Président, qui a été formé chez nous. » Pendant ce temps, loin des orses de l'Élysée, dans un petit appartement du Marais, un homme regarde les informations à la télévision, tranquillement, avec une satisfaction tranquille. Cet homme, c'est lui, l'homme à la voix mystérieuse, l'architecte de tout ce qui vient de se passer. Son vrai nom, Jean-Claude Marneau, ancien directeur adjoint de la DGSE, les services secrets français, un homme mis à la retraite anticipée, non pas pour faute, mais pour principe, parce qu'il avait refusé de participer à certaines opérations qu'il jugeait contraires aux valeurs républicaines. 3 années entières qu'il a passées seul dans l'ombre à collecter méthodiquement des preuves sur la corruption au plus haut niveau de l'État, des preuves sur la manipulation systémique et l'affaire Lecornu. L'affaire Lecornu n'est que la partie émergée de l'iceberg, la toute première pièce d'un puzzle immense. Et s'il a choisi Lecornu, ce n'était pas un hasard. Pas du tout. Il avait étudié son profil, en profondeur, pendant des mois. Un homme intègre, loyal mais pas aveugle. Un homme capable, quand on lui présente la vérité brute, de faire le bon choix. Le seul choix qui compte. Son téléphone sonne, un numéro qu'il connaît bien, très bien. Jean-Claude. Catherine Morin, sénatrice centriste, présidente de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'État. J'ai besoin de vous rencontrer. Urgence absolue. Je vous écoute, Catherine. Nous venons de recevoir une demande officielle d'audition. De la part de Lecornu, il veut témoigner devant notre commission. Sous serment Jean-Claude, il dit avoir d'autres révélations à faire. Marneau sourit, un sourire discret, mais profond, parce qu'il savait que Lecornu ne s'arrêterait pas là. Cet homme était exactement celui qu'il avait imaginé. Et qu'est-ce qu'il veut révéler concrètement? Des contrats d'armement truqués, des commissions occultes sur les ventes à l'étranger, des financements illégaux de campagnes électorales. Jean-Claude, si ce qu'il dit est vrai, c'est tout le système qui va s'effondrer. Cette nuit-là, dans son appartement, Lecornu ne dort pas une seconde. Il est penché sur son bureau, préparant minutieusement son témoignage devant la commission sénatoriale. Chaque phrase, chaque mot, pesé, mesuré. Il sait parfaitement qu'en prononçant ces mots-là, il enterrera définitivement toute possibilité de retour en politique, mais il s'en fiche. La vérité doit éclater. Toute la vérité. Il s'arrête un instant, son regard se perd, et pendant quelques secondes, il repense à cette carrière qu'il avait commencée avec tant d'idéaux. Député à 32 ans, ministre à 35 ans, premier ministre à 39 ans, et maintenant, à 39 ans et quelques mois à peine, il s'apprête à terminer cette carrière, en révélant les secrets les plus sombres de la République. Son téléphone vibre, un message. Il vient de son ancien collègue au ministère de la Défense, le général Langlade. « Sébastien, j'ai vu votre intervention à l'Assemblée, il faut qu'on se parle. J'ai des documents sur l'affaire des sous-marins australiens. Vous devez les voir. » Il prouve que le président a menti au Parlement. Lecornu ferme les yeux. L'affaire des sous-marins. Soudain, tout lui revient. Ses réunions secrètes dans les bureaux du ministère de la Défense. Ses contrats signés dans l'ombre. Ses commissions versées à l'époque déjà sur des comptes offshore. À l'époque, il avait des soupçons. Oui, mais sans preuve. Juste des intuitions. Mais maintenant, le lendemain matin, Lecornu se rend discrètement dans un café du 15e arrondissement. Le général était déjà là, nerveux. Il jette sans arrêt des regards par-dessus son épaule. « Sébastien, ce que je vais vous montrer peut nous coûter cher, à tous les deux. » Il sort une clé USB de sa poche, la pose sur la table. « Mais après ce que vous avez fait à l'Assemblée, je sais que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. » Lecornu répond simplement, sobrement. « Montrez-moi. » Le général branche la clé sur son ordinateur portable. Il fait défiler les documents, puis son doigt se pose sur une ligne précise. « Voici les vrais chiffres du contrat avec l'Australie. Regardez ces lignes comptables. Là, 50 millions d'euros de commissions, non déclarées.
Et maintenant, regardez les destinataires. Le cornu écarquille les yeux. Il ne peut pas y croire. Parmi les bénéficiaires, plusieurs noms. Des noms qu'il reconnaît instantanément, des personnalités proches du président, certaines d'entre elles ayant même financé sa campagne présidentielle. « Mon Dieu !» murmure-t-il, « vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ?» Parfaitement, cela signifie que le président a utilisé les contrats d'armement des contrats d'État pour financer illégalement son réseau politique. Et cela signifie aussi autre chose. Cela signifie que vous, en tant qu'ancienne ministre de la Défense, vous étiez censé être au courant. Mais je n'étais au courant de rien. Ces documents, je ne les ai jamais vus. Jamais. Je sais. Et c'est précisément pour cela que vous devez témoigner. Pour montrer à la France entière comment ils vous ont écarté des vraies décisions, tout en vous faisant porter publiquement la responsabilité. 2 jours plus tard, devant la commission sénatoriale, Lecornu témoigne sous serment. Dans la salle, les caméras de toutes les chaînes d'information en continu sont présentes. Toutes. La France entière est rivée à ses écrans. Des millions de Français, dans les cafés, dans les bureaux, dans les foyers, tous suspendus aux lèvres d'un seul homme. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Lecornu prend une profonde inspiration. Ce que je vais révéler aujourd'hui va probablement choquer l'opinion publique, mais la République mérite mieux que les mensonges, mieux que la corruption. Pendant 3 heures entières, sans s'arrêter, sans hésiter. Lecornu détaille méthodiquement, pièce par pièce, le système de corruption qu'il a mis au jour. Les contrats d'armement truqués, les commissions occultes versées sur les ventes à l'étranger, les financements illégaux de campagnes électorales, les comptes offshore, tout, absolument tout. Il présente des documents, des enregistrements audio, des témoignages signés, un dossier accablant, monumental. Et c'est d'une voix ferme, une voix qui ne tremble plus, qui ne tremblera plus jamais qu'il prononce cette phrase qui va faire le tour du monde. Le président de la République a transformé la fonction présidentielle en une machine à blanchir l'argent et à financer illégalement son parti politique. À l'Élysée, dans son bureau, le président regarde l'audition, en direct, le visage fermé, impénétrable. Autour de lui, ses conseillers entrent et sortent en permanence. Un flot continu de mauvaises nouvelles. Monsieur le Président, son directeur de cabinet entre visiblement bouleversé. Le procureur de la République vient d'ouvrir une enquête préliminaire et l'opposition dépose une motion de destitution. Le président ne répond pas immédiatement. Il se tourne lentement vers la fenêtre. Au loin, à travers les vitres, il peut les voir. Les manifestants, ils sont des milliers, peut-être des dizaines de milliers, et tous scandent le même mot, un seul, inlassablement. Démission, démission, démission. Un murmure lui échappe, presque pour lui-même. Comment sommes-nous arrivés là? Et la réponse du directeur de cabinet tombe sans détour. Vous avez sous-estimé Lecornu, monsieur le président. Vous pensiez qu'il accepterait son rôle, celui de bouc émissaire. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes complètement trompé. Sur l'homme. Cette nuit-là, dans son appartement, Lecornu croule sous les messages. Des centaines, des milliers même. Son téléphone n'arrête plus de vibrer. Des citoyens ordinaires qui le remercient, des élus locaux qui le félicitent, des magistrats, des journalistes, des anciens collègues. Tous lui disent non la même chose, courage, intégrité, honneur. Mais parmi tous ces messages, il y en a un seul qui le touche plus que tous les autres réunis. Un message de sa mère, 78 ans. Ces quelques mots simples qu'elle a mis des heures à taper sans doute de ses doigts tremblants. « Mon fils, je n'ai jamais été aussi fier de toi. Tu as choisi l'honneur plutôt que le pouvoir. C'est exactement ce que ton père aurait voulu. » L'homme mystérieux, celui qui avait tout déclenché, regarde les informations à la télévision, avec une satisfaction tranquille, profonde, parce que son plan a fonctionné. Au-delà de toutes ses espérances, non seulement Lecornu a révélé la manipulation dont il avait été victime, mais il a fait bien plus. Il a ouvert la voie à une enquête sur l'ensemble du système. Alors Marnaud prend son téléphone. Il compose le numéro de Lecornu. « Je pense, monsieur, qu'il est temps que nous nous rencontrions, en personne. Qui êtes-vous vraiment? Je suis l'homme qui vous a appelé il y a 1 semaine et je pense que nous avons encore du travail, ensemble.
Le lendemain, un petit restaurant discret, quelque part dans Belleville, c'est là dans ce décor modeste, presque anonyme, que les deux hommes se rencontrent pour la toute première fois. Marnaud, 60 ans, les cheveux gris, des yeux perçants, ces yeux qui instantanément inspirent une confiance totale. Lecornu s'assied en face de lui. Il observe longuement cet homme qui a bouleversé son existence. Puis il pose la question qui le ronge depuis des jours. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi? La réponse est simple, directe. Parce que j'ai étudié votre parcours en détail. Parce que je savais avec certitude que vous étiez un homme intègre, un homme qui ne se laisserait pas acheter, et parce que vous étiez parfaitement placé pour révéler la vérité au grand jour. Un silence, Lecornu hoche la tête, et maintenant nous allons aller plus loin, beaucoup plus loin. Ce que vous avez révélé, monsieur Lecornu, ce n'est que le début. Il y a d'autres affaires, d'autres scandales, d'autres mensonges. La France mérite de connaître toute la vérité. Lecornu regarde cet homme qui a littéralement changé le cours de sa vie. Il hésite, quelques secondes à peine. Vous savez que je ne pourrai jamais revenir en politique après tout ça. Marnaud sourit légèrement. Et est-ce que cela vous dérange? Lecornu réfléchit. Quelques instants, son regard se perd dans le vague, puis doucement, presque étonné lui-même, non. Étrangement non, je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été, de toute ma vie. Alors nous allons continuer, ensemble, pour la République, pour la démocratie, pour la vérité. Et c'est ainsi que tout commence, une nouvelle aventure, non plus celle d'un homme politique, mais celle d'un homme devenu le défenseur de la transparence démocratique. L'appel téléphonique, ce simple appel qui avait tout changé un matin de décembre dans les couloirs silencieux de l'Élysée, cet appel n'était pas finalement la fin d'une carrière, c'était le début, le tout début d'une révolution. Une révolution destinée à nettoyer les écuries d'Ogygia de la politique française. Une révolution née d'un simple coup de fil, d'un inconnu, à un matin glacial de décembre, dans les couloirs déserts du pouvoir, désert du pouvoir, désert du pouvoir, désert du pouvoir.